Une journée de tempête en Loire-Atlantique ce vendredi. Elle a notamment provoqué la chute de branches sur les voies du tram à Nantes. Sur la côte, la vigilance est de mise notamment pour les usagers de la mer. Olivier Caillé. Comme bon nombre de plaisanciers, Pascal est venu vérifier les amarres de son bateau ce matin dans le port de Pornichet. Une habitude à la veille d'une grosse tempête. Le risque, c'est que le catway en fait casse au niveau de la jonction avec le ponton. Il y a eu une année comme ça où il y avait eu plusieurs catways qui avaient cassé et puis il y avait eu quelques dégâts. Les bateaux risquent d'être abîmés, mais les marins du port veillent et puis tout de suite interviennent, quoi. Je défais la garde, c'est le même bout pour la pointe et la garde. Vous faites quoi exactement là ? Là, on réamarre les bateaux qui avec la tempête, toutes les amarres sont molles pour pas que ça raque sur les pontons et qu'ils bougent le moins possible pour éviter qu'ils s'abîment en fait. Tout le travail se fait en amont du coup de vent. Durant le coup de vent, on peut reprendre bien sûr, mais quand il y a vraiment trop de vent, on ne peut plus rien faire. Un bateau, il est couché, on ne peut plus reprendre. Et dans les heures à venir, les agents portuaires devront rester sur leur garde, car depuis ce matin et durant tout le week-end, la Loire-Atlantique fait partie des 9 départements placés en vigilance orange vent violent. Et si le pont de Saint-Nazaire est resté ouvert à la circulation lors du passage de Kurt aujourd'hui, rien ne dit qu'il en sera de même pour les 2 autres tempêtes annoncées d'ici dimanche. Le conseil municipal de Nantes a voté ce matin le budget 2017. L'opposition a, elle, voté contre, dénonçant l'endettement programmé de la municipalité. Anaïs Michaud. Le budget 2017 de la mairie de Nantes donne la part belle aux solidarités et à l'éducation. L'opposition souligne quelques divergences quant aux priorités, mais surtout sur le plan stratégique. Des dépenses de fonctionnement jugées trop élevées, 350 millions d'euros sur une enveloppe globale de 443 millions, par rapport aux investissements qui, eux, s'élèvent à 93 millions d'euros. On a aujourd'hui tendance à vouloir faire beaucoup trop de choses par soi-même, sans faire appel à des spécialistes extérieurs, c'est le premier point. Les autres dépenses qui pourraient être évitées sont surtout liées au fait qu'on augmente la dette considérablement et que la dette aujourd'hui, les taux sont relativement bas, mais que tout le monde sait qu'ils vont remonter dans les années qui viennent. Donc le poids de la dette va être de plus en plus important dans le budget de fonctionnement. Une augmentation de la dette après 22 années de baisse. La majorité, qui avait prévu de laisser à la fin de son mandat une dette égale à celle de 2014, s'autorise un réendettement de 6 millions d'euros. Conséquence de la baisse de la dotation de l'État de 4 millions d'euros et de la non-augmentation des impôts locaux. Johanna Roland s'est engagée dans la campagne électorale à ce que les taux de la ville de Nantes n'augmentent pas. C'est un mensonge parce qu'en fait, il y a des vases communicants aujourd'hui. Les taux ont augmenté considérablement en 2016 à la métropole et la métropole reverse une partie du produit fiscal qu'elle reçoit, elle, à la ville de Nantes. Nantes Métropole fournit en effet 10% des recettes. Quant aux impôts locaux de Nantes, ils n'augmentent pas certes, mais plus de Nantais en payent grâce à la croissance de la ville. À Nantes, un collectif s'est constitué récemment suite à l'annonce de la tenue d'une conférence d'un idéologue d'extrême droite à la Manufacture. Le collectif, qui entend déconstruire les idées d'extrême droite, a eu gain de cause. Il entend désormais protester contre la venue de Marine Le Pen au Zénith de Nantes fin février. On ne pouvait pas accueillir ce genre de conférence chez nous. Donc on a eu une démarche effectivement intersyndicale large là pour demander à la mairie de Nantes de ne pas autoriser cette tenue de conférence. Donc la conférence a été déplacée dans une autre salle. Donc pour nous, on aurait souhaité que la ville de Nantes puisse complètement interdire cette manifestation parce qu'on considère que aussi prôner la haine et le racisme est un délit où que ça se passe. Donc prôner des idées racistes, c'est un délit aujourd'hui. Donc ça aurait dû être interdit, quoi. Découvrez les coulisses de la distribution de gaz dans notre région, un réseau surveillé quotidiennement depuis un centre situé à Nantes. Cédric Manet. La distribution de gaz sur la région Pays de la Loire, ce sont 2400 km de réseaux souterrains à gérer. Et cette surveillance se passe ici, en périphérie de Nantes. La rigueur des hivers varie et le volume de gaz à distribuer aussi, plus 11% entre 2015 et 2016. Le réseau, il est dimensionné pour faire face à ces variations de consommation. Les réseaux sont faits pour passer des hivers tels qu'on en voit tous les 50 ans. Alors du gaz pour l'habitat et les entreprises, c'est une fonction évidente, mais curieusement, près de la moitié du gaz diffusé sur la région depuis 2 ans l'est pour des raisons beaucoup plus surprenantes. Il a aussi fallu en amener
pour les installations de production d'électricité qui utilisent le gaz. Ces centrales de production sont utilisées dans les périodes dites de pointe, donc quand il fait plus froid et que les besoins d'électricité sont plus importants. En 2016, en Pays de la Loire, la consommation de gaz liée à la production d'électricité a augmenté de 77%. La quasi-totalité du gaz consommé en Pays de la Loire est acheminé via le terminal méthanier de Montoire. Il provient principalement de Norvège et du Nigeria. Après des années de disette dues à un marché mondial tourné vers l'Asie, les méthaniers reviennent vers Montoire. Il faut dire que 165 millions d'euros ont été investis pour moderniser le site. D'énormes brise-glaces russes transportant du gaz sont espérées en 2018. C'est en consultation de génétique. Ici, le docteur Bertrand Isidore a reçu un couple qui avait un enfant pour lequel, qui est atteint d'une déficience intellectuelle, d'un retard d'apprentissage, d'un retard de langage. Et donc, il voulait savoir s'il n'y avait pas une raison génétique à la maladie chez cet enfant. Les causes génétiques de la déficience intellectuelle peuvent être multiples, puisqu'il y a plus d'1 millier de gènes connus dans la déficience intellectuelle aujourd'hui. Et donc, il voulait savoir si c'était relié à un de ces gènes, mais pour cela, il faut pouvoir les tester, ou si c'était un gène pas encore identifié qui pouvait être la cause. Tout part d'un prélèvement, d'une prise de sang. À partir de ce prélèvement sanguin, tout simple, on extrait l'ADN des parents, de l'enfant. Et puis aujourd'hui, on a la possibilité de séquencer tous les gènes d'un individu. Donc il y en a 21 000. Et on cherche quelle est l'anomalie parmi ces gènes qui pourrait être responsable de la maladie, si elle existe. Et donc on a pu effectivement trouver chez cet enfant une anomalie dans ce gène. La problématique, et c'est pas parce qu'on trouve une anomalie qu'on est complètement dans un gène qu'on est complètement sûr que le gène soit responsable. Et le seul moyen d'y répondre, ce serait de trouver d'autres cas qui portent une anomalie dans ce même gène, d'autres patients. C'est ce qui s'est produit. On a engagé une collaboration internationale grâce à un site internet d'échange de données entre professionnels de santé, entre chercheurs dans le domaine de la génétique. Et on a pu ainsi réunir 10 patients et trouver 10 patients qui avaient en commun cette anomalie dans ce même gène. Et à partir de là, on avait ainsi la preuve que ce gène était bien impliqué lorsqu'il était muté dans la déficience intellectuelle. Ça permet aussi à ses parents, d'ailleurs j'ai eu des retours qui montrent parfois des associations, de pouvoir contacter d'autres parents d'enfants qui ont les mêmes anomalies dans les gènes, de pouvoir échanger, de pouvoir se voir, de pouvoir communiquer via les réseaux sociaux. Et puis après, sur la connaissance de la maladie et sur la recherche qui amènerait vers de nouvelles découvertes thérapeutiques, évidemment, c'est juste le point de départ. Donc il y a des travaux qui sont en cours à partir de cette découverte qui doivent permettre de trouver, bien sûr, des explications au dysfonctionnement de ce gène. Et puis ça permet de manière globale de progresser sur la connaissance de cette maladie.